Bonjour à tous. Dans cet épisode, je suis ravi de recevoir Jessie Spaidja, entrepreneur et propriétaire du théâtre Le Normandie au Havre. Nous découvrirons dans cet échange l'histoire de famille derrière le projet de rénovation du théâtre, son parcours et les valeurs qui lui sont chères. On se retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elle soit sportive, professionnelle ou personnelle. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Alors bonjour Jessie, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Normandie ? Bonjour Julien, merci déjà. Le Normandie, c'était un cinéma à l'origine, construit en 1934. Enfin, le permis de construire a été déposé en 1933, il a ouvert en 1934. Donc c'était un cinéma, ensuite ça a été tour à tour une salle de spectacle, un peu d'opérette, etc., des concerts. Donc jusqu'en 91. Donc, les plus grands noms y sont passés. Luis Mariano, Yves Montand, Manu Chao, Sidney Beckett, Duke Ellington, Téléphone, Motorhead, enfin il y avait vraiment de tout, les inconnus, Smaïn, Laurent Ruquier a animé une émission de radio en direct aussi. Et jusqu'en 91, la veille d'un spectacle de Jean-Marie Bigard, il a été fermé pour des raisons de sécurité. Il y a eu une inspection, les normes n'étaient plus respectées, et du coup il a été fermé, et plus personne jusqu'à 2020 n'a réussi à entreprendre un projet qui a tenu dans la durée. Donc nous on est encore en train d'entreprendre, c'est pas fini, mais c'est bien parti. D'accord, ok. Et du coup, d'où est venu le fait de reprendre ce projet de rénovation ? Alors en 99, ma famille, on avait un restaurant à Honfleur, on travaillait dedans, donc certains de mes frères et sœurs, mon père, ma mère et moi. Et entre les services, mes parents avaient l'habitude d'aller faire un tour au Havre en voiture. C'était un petit peu plus vivant, hein, le Havre, donc ils allaient se balader, et ils sont tombés un jour par hasard sur le Normandie, qui avait déjà la façade décrépite, qui était déjà abandonnée depuis 8 ou 9 ans, et avec un panneau à vendre. Ils étaient tous les deux, ils étaient en extase devant la façade, et mon père il dit à ma mère, vas-y appelle, ça coûte rien. Tu te rends compte, la taille du bâtiment, ça va coûter une fortune. Et mon père il dit, appelle, ça coûte rien. Donc ils sont appelés, et finalement le bâtiment était vendu pas très cher, parce qu'il était complètement délabré déjà, et que les travaux pour le restaurer étaient tellement énormes que ça avait découragé tout le monde. Il y avait déjà plusieurs projets qui avaient, Qui a été proposé. qui avaient été, où les gens avaient tenté même, hein. Il y a des gens qui avaient investi dedans. En fait, les gens se rendaient compte après de l'ampleur des travaux et du coup, ça les freinait pour continuer le projet, quoi. Ouais. Je pense que les gens étaient dépassés après par du fait de l'évolution de la législation, des normes de sécurité, des normes d'isolation aussi phonique pour éviter les nuisances, hein. Les gens sous-estimaient le coût des travaux, et du coup partaient avec des budgets qui n'étaient pas suffisants pour le mener à son terme. Ouais. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec plus de preneurs, avec des gens qui devaient être un peu coincés, et qui l'ont vendu vraiment pas cher. Donc là-dessus, mes parents décident de l'acheter, sans avoir le budget, hein, non plus pour le faire, mais en se disant, c'est une opportunité incroyable. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Voilà, on le fera petit à petit, à chaque fois qu'on aura un peu de sous, on fera une étape, et voilà, donc ils l'achètent. Donc on commence effectivement tout de suite, on vient le sécuriser, on installe des rideaux métalliques, on sécurise 2-3 endroits, on sécurise l'électricité, le gaz, l'eau, on s'assure que tous les réseaux soient safe, et après il fallait gagner des sous ailleurs. Donc on continue nos activités. À l'époque, il y avait le petit resto, ensuite il y avait le bâtiment toujours. Et le truc, c'est que les années passent vite, que finalement le Normandie passe un peu au second plan, parce que c'est énorme. Et malheureusement, au bout de quelques années, mon père tombe malade. Et donc moi j'étais, entre-temps, j'étais parti un peu
Je vendais déjà à l'époque, en 99, je vendais déjà un peu dans les. Mon père avait des vidéoclubs aussi, dans ses boutiques, je vendais des produits dérivés de cinéma et de bande dessinée. D'accord. Je suis un fan. Et en fait, en 2002, j'ai commencé à faire que ça. Parce que c'était tout début des boutiques en ligne. Et en fait, ça avait bien pris, donc j'ai créé une enseigne. Mhm. Et j'ai fait ça de 2002 à 2012, j'ai fait plus que ça, jusqu'à ce que mon père tombe malade. Et quand il est tombé malade, j'ai tout arrêté. Je suis revenu avec lui pour le seconder, pour l'aider. D'accord, parce que du coup, pendant la période 2002-2012, ton père c'est lui qui gérait tous les travaux. Mon père, il continuait dans le bâtiment. C'est lui qui faisait les travaux lui-même Il faisait les travaux lui-même. D'accord. Il n'était pas tout seul, parce que c'était souvent des gros chantiers. Mais il faisait les travaux lui-même. Ouais. D'accord. Souvent, Ok. Et du coup, à partir de 2012, quand ton père est tombé malade. Quand il est tombé malade, petit à petit, il n'était plus en capacité physique déjà de faire lui-même les chantiers. Donc il était sur les chantiers, mais il pouvait plus trop. Voilà. Et comme au début, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate, mais qui s'était généralisé. D'accord. Et les urologues et tout qu'on a vu lui ont donné 6 mois. Donc c'était un peu la catastrophe. C'est pour ça que moi j'ai tout arrêté, je suis revenu avec lui. Finalement, il s'est battu, il a tenu un peu plus de 8 ans. Donc à peu près 8 ans, ouais. Et finalement, au bout de 8 ans, c'est une maladie auto-immune, certainement déclenchée par les traitements anti-cancer. Il prenait 12 000 comprimés par an. Ouais. Une maladie auto-immune qui s'est déclenchée, il est parti en moins de 24 heures. D'accord. Donc ça a été assez brutal. Ouais, ça a été assez brutal. Okay. Parce que le cancer était en rémission en plus, finalement, au bout de 8 ans. Donc il était affaibli, il pouvait plus marcher. Mais bon, bon pied, bon oeil. Toujours aussi vif d'esprit, toujours aussi, entreprenant. Et juste, le corps avait... C'est son corps qui a lâché avant sa tête, quoi. Le corps avait subi vraiment les 8 ans de maladie, sans jamais se plaindre. Mais au contraire, lui, il disait, regarde, j'ai gagné 8 ans. La vie est belle, il dit, j'ai gagné 8 ans. Il voyait les choses, il essayait de voir le positif, même dans le négatif. Toute sa vie, il s'est jamais plaint. Il a eu une vie assez... singulière, parce il est né en Albanie en 48. À 2 semaines, sa famille a dû fuir le communisme, parce qu'ils persécutaient, ils exécutaient tous ceux qui étaient un peu fidèles au roi, les fortes têtes, etc. Mm-hmm. Donc ils ont fui en Yougoslavie. En Yougoslavie, il a vécu en camp jusqu'à ses 8 ans. Donc en camp de prisonniers là-bas. Donc à 8 ans, le camp est libéré. Les détenus, les prisonniers sont partagés entre la France et la Belgique. Mon grand-père choisit la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des Lumières. Donc mon grand-père choisit la France, et ils arrivent en France, sa maman décède, donc ma grand-mère décède, donc mon père il a quasiment jamais connu sa mère. Mm-hmm. Donc de là, ils repartent à zéro ici. Donc lui, il a la chance d'être enfant, c'est le plus jeune de la fratrie, ils étaient 5. Et donc lui, il arrive en France tout de suite à l'école, alors que tous les autres vont travailler à l'usine. Mm-hmm. Donc mon père, finalement, il a pas trop souffert, il a moins souffert que les autres, c'est moins rendu compte. C'est-à-dire comme il avait connu que ça, voilà. Et donc en fait, il a fait 8 ans comme ça au début et 8 ans de maladie à la fin. D'accord. Et il s'est jamais plaint de rien, il a toujours été heureux. Et justement, le fait qu'il ait eu un peu cette vie-là, est-ce que dans son éducation, ça s'est fait ressentir, qu'il a essayé de vous inculquer des valeurs, peut-être Je pense que des valeurs, oui, il y a beaucoup, mais en plus pas par des leçons, mais par l'exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il fallait juste, en faisant du mimétisme, je suis pas objectif, mais c'était un grand homme. C'était un sage, c'était quelqu'un, malgré qu'il soit un peu rustre, la manière de parler un peu très rentre dedans même, c'était quelqu'un de très sage et très tolérant. C'est assez paradoxal avec la manière de parler qu'il avait, très, très, très brute. Ouais. Du coup, 2012, après ce malheureux événement, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le Normandie ? Donc 2020, 2012 il tombe malade, oui, 2020. Tant pour moi, 2020. Pas de problème. 2020, je viens... Alors mon père, il s'était résigné depuis quelques années déjà à vendre le Normandie, parce qu'il avait vu qu'il ne pourrait pas le refaire, à condition que la personne qui l'achète conserve la façade. D'accord. Parce que le bâtiment n'est pas protégé. Il est signalé d'intérêt, mais il n'est pas protégé. Donc il aurait pu tout à fait être détruit, quoi. Mm-hmm.
Et donc, finalement, il y avait un promoteur depuis 2016 qui avait monté un projet dans lequel il conservait la façade. Donc ça avait avancé avec lui jusqu'à l'été 2020, justement, où ça a capoté. Et donc ensuite, mon père était en discussion avec une pharmacie qui voulait reprendre, faire une pharmacie géante au rez-de-chaussée, avec après, je crois, du paramédical, des chambres d'étudiants, des choses comme ça. D'accord. Et donc au début, moi je suis venu pour remettre un peu d'ordre ici, réparer un peu les maçonneries abîmées, etc. Vider le bâtiment, parce qu'on avait entreposé pas mal de choses, et dans l'idée de le vendre. En fait, finalement, quand je suis arrivé, bon, déjà il y avait des souvenirs ici, il y avait aussi le fait que mon père, c'est un truc qu'il n'avait pas pu faire. Mhm. Et c'est un peu frustrant de se dire qu'il est parti sans pouvoir aller au bout de ce projet. Plus après, quelques petites rencontres ici, et l'idée a fait son chemin. Alors déjà, quand on voit le bâtiment, c'est un bâtiment qui est majestueux déjà de l'extérieur. Bah, c'est vrai qu'il laisse pas indifférent. Voilà. Je t'avoue que moi, j'ai toujours vécu dans le quartier quand j'étais petit. Je suis toujours passé devant, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ah. Derrière cette façade, ça a toujours été intriguant pour moi, je pense, pour plein de gens. Donc c'est vrai effectivement qu'il laisse pas indifférent. Il dénote, Ouais. enfin on voit pas, sur le Havre en tout cas, il y a Il n'y avait pas grand-chose d'ancien comme ça en plus. pas beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Et il est monumental à l'intérieur aussi. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure que je faisais les travaux, qu'on vidait et tout à l'intérieur, je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas faire une pharmacie ici, c'est un sacrilège, c'est vraiment, ce serait dommage, quoi. Mm. Et en même temps, bon, on se sent tout petit par rapport à un bâtiment de cette taille, quoi. Donc, et mais après, bon, petit à petit, je me dis, quand même, hein, c'est dommage. Et finalement, j'ai une journaliste qui vient, Anne-Sophie de Paris-Normandie, et qui me dit, ouais, est-ce que je peux faire une interview? Ça me fait rigoler, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Mm. Mais je sais pas, je sais même pas de quel journal elle est ou quoi, je suis dans mes pensées, j'avais perdu mon père peu de temps avant. Et, comment dire, donc je fais l'interview voilà, de mon cœur, comme ça. Parce que le lendemain, je vais faire mes courses à Carrefour Market, je vois Paris-Normandie, couverture. Mes frères et moi en couverture, double page intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça, ouais. Et là-dessus, après, je rencontre aussi Christopher Vimard qui se présente et tout, association de sauvetage du patrimoine havrais, Mhm. et qui m'ouvre les yeux complètement sur l'aspect historique du bâtiment, sur l'aspect patrimonial, etc. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me dire, ouais, regarde, techniquement, le bâtiment il tient bien, il est en bon état finalement. Donc moi, je voyais la faisabilité vraiment purement technique comment dire, de le réparer, quoi. Et lui, il arrive et c'est toute la dimension vraiment historique, architecturale et tout enfin, il m'a sensibilisé à tout ça. Mhm. Et du coup, on a bien accroché ensemble et on a commencé à faire des petits trucs ensemble, organiser des petits reportages photos, des petites choses comme ça. Et mais en fait, petit à petit, je me suis dit, bon, allez, je suis parti voir mes frères et sœurs, ma mère, je leur ai dit, écoute, j'ai pas envie de le vendre, je veux tenter de le refaire. Ça prendra tant que ça prendra. Je le fais. En fait, ce que mon père avait voulu faire des années plus tôt, c'est-à-dire, je le ferai par à-coup au fur et à mesure que j'entrerai des sous sur les chantiers. Mhm. Et on va le faire. Je dis, c'est le projet d'une vie, c'est compliqué, mais bon, je sais pas, je peux pas le laisser partir. Mhm. Je sais pas. Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Et après, en fait, de rencontre en rencontre, donc déjà la SPH m'a beaucoup aidé. Ils m'ont permis d'être éligible au mécénat avec des entreprises, c'est-à-dire qu'il m'a permis de faire des bonnes économies. Les entreprises qui sont intervenues à 90%, c'est des entreprises locales qui étaient très attachées au bâtiment. Tout le monde a joué le jeu, a fait des efforts. Ouais. Après, là-dessus, je rencontre une autre association, le Boulevard des Artistes, qui produit des artistes souvent du coin, et qui veut faire tourner les artistes, faire tourner des enregistrements, des clips dans le Normandie, en travaux. D'accord. Parce que les gars, pareil, sont attachés au Normandie, ils ont toujours rêvé de rentrer dedans et tout. Donc du coup, ça nous fait un petit peu de pub aussi. Et il s'avère que les deux membres principaux de cette association, il y en a un qui a Grégory Constantin, qui a le Gattaca Studio en ville haute, qui est studio photo, vidéo, etc., réalisation de sites web. Donc lui, il nous a fait notre site internet, il nous fait tous nos petits films, toutes les petites vidéos, tout ça, c'est eux c'est son équipe qui s'en occupe. En fait, tu as vu un réel engouement au fur et à mesure du temps. Petit à petit, on fait des rencontres. Tu as vu les gens qui étaient attachés aussi au bâtiment. Ouais. Alors c'est vrai que même le soutien des riverains. Hein. Après, il y avait Sylvain, donc le deuxième associé,
du boulevard des artistes, lui, il a une boîte d'éclairage industriel. Mhm. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on a eu l'éclairage de la façade. Donc, D'accord. on a un éclairage architectural sur la façade. Et, c'est grâce à lui qu'on a eu. Enfin, même l'idée, ça vient de lui, parce qu'à la base, nous, t'as des années-lumière de tout ça. Moi, je connais pas tout ça, quoi. Et ainsi de suite. Et après, Oriane, Alexandre, Ève, bon, Clémentine, tout ça, tous ceux qui nous ont rejoints, c'est vraiment au fur et à mesure de l'aventure, bah, j'ai rencontré plein de gens avec qui, toujours au feeling, quoi, on accroche bien. Mhm. Chacun a apporté des compétences différentes, une approche différente, de la force aussi, parce que bon, bah, tout seul, on va pas très loin, hein, ou pas très vite. Mhm. Et du coup, bah, tout cet engouement, ça fait que la presse a suivi, que les choses ont suivi, et finalement, bah, ça a avancé plus vite que j'aurais cru. Mhm. Et du coup, tu as repris la main à partir de 2020. Euh, du coup, tu n'étais pas du tout dans le bâtiment avant. Alors, Comme tu nous si, expliquais, depuis l'adolescence, en fait, mon père était dans le bâtiment, donc j'allais l'aider sur les chantiers, je faisais le manœuvre, hein, D'accord. bah, je débarrassais les gravats, Ok. portais les sacs de ciment, de plâtre, Ok. des trucs comme ça, quoi. Pas... Mais donc, on a toujours payé un peu, j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont dans le bâtiment. Mais c'était pas ton activité principale au Alors, début. c'était jeune aussi, parce que j'ai aidé mon père, D'accord. jusque vraiment, j'avais quel âge, jusqu'à voilà, 22-23 ans, où je me suis consacré vraiment comment dire, à l'import-export de jouets et tout ça, c'était moins Mhm. fatigant. Et je suis revenu 10 ans plus tard, donc depuis 2012 à peu près, à quasiment à 100% dans le bâtiment, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, tu es aussi entrepreneur maintenant. Bah, j'ai ma boîte de bâtiment, je- on a toujours été un peu dedans, hein, mais maintenant Mhm. je fais plus que ça, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, comment tu arrives à gérer ton métier d'entrepreneur dans le bâtiment et aussi le suivi des travaux du Normandie? Bon, c'est des chantiers pareil, hein. Je suis juste C'est la obligé de course? partager. Voilà, c'est que bah, je fais la moitié, j'essaye de faire à peu près 3 jours, 3 jours. Et j'essaie de garder un peu le dimanche quand même, mais grosso modo, je fais 3 jours maintenant au Normandie, donc pour superviser le chantier. Alors en ce moment, c'est surtout avancer toutes les démarches administratives, tout ce qui est faire connaître le projet, trouver des partenaires, des mécènes, des sponsors. Et 3 jours sur les chantiers pour le courant, pour pouvoir continuer à alimenter celui-là. D'accord. Ok. Et du coup, avec l'envergure des travaux, tout ça, est-ce que ça t'arrive d'avoir des périodes de stress par rapport à ce projet et comment tu gères ça? Des périodes de stress, je crois même pas en fait. Je suis trop vieux maintenant. Non, pas de stress, mais des fois tu te dis ouais, il y a encore beaucoup de chemin quand même. Mais bon, ça c'est vite balayé par. Après, tu arrives à garder la motivation au Ah oui, quotidien oui, et la puis. motivation, il n'y a pas de problème. Moi je suis plutôt optimiste hein, de nature, mais ça arrive vraiment des fois quand tu te poses un peu pour regarder, tu te dis putain quand même, j'ai j'ai fait fort, j'ai vu grand. Et justement, quand tu C'est te dis ça, qu'est-ce qui te permet de te dire, mais en fait, on y va et puis on continue? ah, c'est bon, déjà j'ai toujours essayé. Mon père nous a appris ça, hein, on a que la marche avant, hein, il faut avancer. Et peu importe la vitesse du moment que tu avances, c'est bien. Donc il y a des jours où ça avance plus vite que d'autres, il y a des jours où on aimerait que ça aille un peu plus vite, mais non, de toute façon les chantiers sont toujours à la bourre. Donc c'est juste que celui-là, c'est personnel, c'est pas un chantier pour un chantier, c'est un truc que c'est viscéral, il faut que je le termine, j'ai envie de le finir, j'ai envie que ça avance. C'est plus. Enfin, ça dépasse vraiment le cadre du bâtiment pur où on est un peu détaché. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de famille aussi qui est Voilà, derrière. c'est tout un symbole, voilà, c'est tout ce qui représente en fait la Normandie. Pour moi, mais même pas que pour moi, je vois même les Havrais et tout, je vois que les gens attendent après moi, c'est motivant. Et c'est un beau challenge, hein, c'est vraiment. Déjà, c'est gratifiant de pouvoir travailler dans un bâtiment où il y a autant de grands noms qui se sont produits. Hmm. Et c'est un bâtiment qui est majestueux. Bah, déjà, quand on voit le boulot qu'on a fait sur la façade, bah,
comment dire, disons que je connais la recette en fait. Ouais. Genre, les travaux, je connais, je sais comment faire pour y arriver. C'est juste que c'est grand, donc ça prend plus de temps. Et en fait, à part que des fois, je m'agace un peu parce que ça va pas aussi vite que je voudrais. Mais sinon, non, c'est une belle aventure. En fait, tu as un état d'esprit de base déjà à toujours un peu vouloir positif, aller de l'avant. Ah bon, C'est ça. Je suis optimiste et j'ai de la volonté. Si je devais. C'est naturel. Ouais, ça c'est. Et du coup, on a vu aussi par rapport aux travaux du Normandie que vous aviez lancé une cagnotte Ulule qui vise à vous aider dans le financement des travaux, justement. On a vu également beaucoup de personnalités réagir. Est-ce que tu t'attendais à ça? Alors, la cagnotte Ulule, je me suis dit. Je me suis dit, ça fait un peu chier d'aller taper les gens comme ça. C'est une période qui est complexe. On sort de Covid. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout qui augmente. L'électricité, le gaz, tout est en train d'exploser. Mais je me suis dit, la cagnotte, c'est un bon moyen de faire connaître le projet, de faire parler un peu de nous. Je veux dire, ça va nous valoir des articles dans la presse. Donc je me suis dit, bon, bah, on va certainement pas obtenir grand-chose, mais je dis, on va tenter, ça, on va faire parler de nous comme ça. Finalement, bah, ça a bien pris, euh, même plus que bien pris, parce je crois on est la 4e campagne dans l'histoire du LUL dans la catégorie patrimoine. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé à la prolonger. D'accord. Donc c'est, tu vois, d'une bande de copains, un truc comme ça. Bon, on savait pas trop si on devait faire ou pas, parce que c'était, je n'étais pas à l'aise avec ça, quoi. Et bah, finalement, on a récolté un peu plus de 108 000 euros. Alors que vous demandiez à la base, Alors, je crois que le minimum c'était 20 000. Le minimum c'était 20 000, alors nous on s'est dit 50 000. On Ouais. s'est dit on va essayer d'avoir 50 000. On n'y croyait pas trop. Ulule nous a dit oh les cocos, calmez-vous, si vous avez 20 000, ce sera déjà très bien. Et finalement, bah, c'est monté. Alors c'est monté pas du tout comme j'aurais cru, parce que moi je m'étais dit qu'on aurait vu l'engouement, les gens quand ils passent devant, les gens qui viennent, qui prennent des photos, qui viennent nous remercier, qui viennent poser des questions, tout ça. Je m'étais dit on va avoir des milliers de participations à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et en fait non, on a eu un peu moins de 700 contributions. D'accord. Mais des grosses contributions. Mais souvent des contributions importantes. Donc c'est pas ce que je m'attendais. Bon après c'est super aussi. Hein. Mais ouais c'était assez surprenant et ça nous a surtout permis comment dire ça nous a donné de la crédibilité auprès des collectivités, auprès de grandes entreprises qui se demandaient voilà est-ce que ça vaut le coup de faire un partenariat, un sponsorship, du mécénat ou quoi avec eux. Bah, d'un seul coup, quand on se retrouve à la télévision, on se retrouve dans un petit peu tous les journaux, parce qu'on est passé dans les journaux locaux, ça j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, même si on est super content chaque fois. On était aussi dans le Parisien, dans Ouest France, on était sur Internet, sur Loopsider, sur Créapils, on s'est retrouvé sur François Normandie, BFM Normandie. La semaine dernière, on a parlé de nous dans C'est à vous, dans chaîne nationale, c'est hallucinant quoi. Et c'est vrai que voilà, tout ça, ça a été. Plus les artistes, alors les artistes, je sais contacter un petit peu au culot, certains qui s'étaient produits ici, d'autres qui étaient originaires de Normandie. Et voilà, bon, je fais un projet hyper compliqué et je voudrais vraiment le faire connaître. Et en fait, j'étais surpris. Et ça a pris. La plupart des artistes super réactifs, bienveillants. Laurent Ruquier qui m'a rappelé directement et qui m'a raconté des souvenirs ici, je savais pas, donc il me raconte qu'il a fait une émission de radio à l'époque en Normandie en live et tout, et qui met un post directement sur son compte Instagram, ce qui est C'est énorme. Très grande gentillesse, quoi. Et qui a repartagé plusieurs fois des stories et tout, et sans absolument rien demander. C'est vraiment. C'est même au niveau humain, quoi. C'est hyper appréciable parce que souvent, les gens qu'on a tendance un petit peu à admirer comme ça de loin, on se dit qu'ils sont inatteignables. Et en fait, quand tu vois l'humain qu'il y a derrière, ça fait quand plaisir. tu vois que plusieurs humains, donc de plusieurs artistes, d'âges différents, de styles différents, etc., ils ont pris le temps de me répondre, de me rappeler, de faire la démarche de se casser les bonbons, hein, faire une petite vidéo, un machin, un truc. Je vois Ismaïl, Pascal Legitimus, c'est des gens avec qui on a grandi, nous, quoi. En humour, bah oui. un peu plus vieux, c'est vraiment, voilà. Et, ou Charlie Couture, mais une gentillesse, mais rare. Et tous se souvenaient du Normandie, de ce qu'ils avaient fait. Tous ceux qui y sont passés, ouais.
C'est ce qui montre aussi quand même que c'était un lieu c'est quand marrant, même c'est important. marrant. Ouais, je me à l'époque. rappelle, il est sur la grande avenue, c'était un cinéma, et tout, c'est le même truc. Et non, franchement, c'était super sympa. Et, et c'est vrai que ça nous a aussi donné beaucoup de crédit, parce que forcément, il y a des journaux, voilà, et du jour où Laurent Ruquier met son post sur Instagram, il y a le téléphone qui sonne et tout, toute la journée, quoi. C'était super sympa. Donc c'est vraiment. Ça donne un coup de boost, que ce soit pour le projet, et puis aussi moralement, voilà, puis motivation. Tout le monde. Et moralement, c'est énorme parce que vraiment, c'est. Comment dire, c'est vrai qu'on se sent tout petit. Même si je sais, et maintenant de toute façon tout le monde le sait, au début on se foutait de ma gueule quand j'ai commencé. Moi je dis, je sais que je le ferai. Je sais pas combien de temps je vais prendre, mais je sais que je le ferai. Les gens, quand tu leur disais de Normandie, ils rigolaient, ils disaient, mais jamais de la vie, se casser la gueule. J'entendais autour de moi, j'entendais même à la mairie, ça va partout. Et en fait, maintenant, les gens, ils sont comme moi, ils se demandent juste quand. C'est-à-dire que. Donc, déjà, c'est une victoire. Et du coup, justement, quand ces gens-là te disaient ça, t'as réussi tout de suite à faire abstraction, puis à rester focus sur ton projet. Moi, ça me motive. Ça t'a motivé encore plus. C'est ça c'est ça C'est ça ton truc. C'est ça le défi. Si on te dit que c'est pas possible, t'as encore plus envie de. Mais de toute façon, si on te dit que c'est possible, c'est que tu rêves pas assez fort. Il faut que ce soit impossible, il faut que ça paraisse impossible. C'est là que c'est beau. Parce que sinon, si tout le monde peut le faire, il n'y a aucun intérêt. Ah bah, c'est clair. Donc, mais c'est vrai que moi, ça m'a motivé. Et c'est vrai que paradoxalement, quand certains soutiens, certains mots, mais ça peut être des voisins. Bon, les personnalités, c'était encore plus fort parce que vraiment, c'est des gens qu'on voit tout le temps. Mais c'est ça un peu qui nous porte tout le temps. Et c'est vrai que c'est. Même si tu vois des fois certains articles de presse et tout, tu sens que même les journalistes, ils ont envie que ça se fasse après. Et c'est vrai que après, bon, ça te porte. Autant. Un peu, on a envie dans l'adversité, tout le défi, ça motive énormément, autant les encouragements et tout, ça porte aussi, donc il faut un peu des deux. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure. Et du coup, la fin estimée des travaux, j'aimerais fin 2024, idéalement entre septembre et novembre 2024, parce que ça correspondrait aux 90 ans de l'ouverture. D'accord. Alors après, il y a deux inconnus, on va dire, entre guillemets, il y a les fonds, c'est-à-dire c'est réussir à trouver les fonds dans le temps imparti pour pouvoir financer les travaux. Et il y a les autorisations aussi, c'est que tout ce qui est permis de construire, etc., qu'on n'a pas encore déposé parce qu'il fallait encore certaines études et tout ça, que tout soit validé dans les temps pour pouvoir travailler. Mais voilà, c'est que a priori ça se déroule plutôt pas mal avec la mairie, ils sont géniaux avec nous. Vraiment tout le monde est bienveillant, donc ça aussi ça aide. On a beaucoup de conseils, on a beaucoup d'aide, pas financière, mais au moins en conseil et tout. Vous avez vraiment du soutien, quoi. On a vraiment du soutien de la part de la mairie, en tout cas vraiment au niveau conseil, logistique, etc. Et ils nous facilitent la vie. Et au niveau des fonds, on est en discussion déjà avec quelques mécènes potentiels, et donc petit à petit c'est en train de se dessiner, donc le budget va suivre. Donc on continue de chercher des partenaires, on peut notamment des mécènes, parce qu'on peut avoir des mécénats en numéraire, mais on peut avoir des mécénats aussi en compétences ou en produits. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'un ou deux fournisseurs de matériaux lui donner, je sais pas moi, du placo, des conneries comme ça aide tout autant. Et il n'y a pas de petites choses en fait. Tout est aide, moi je prends tout de toute façon, et en plus c'est que l'avantage avec la SPH, avec les partenariats qu'on a, avec les conventions qui sont signées, c'est que ça permet aux entreprises qui participent d'obtenir des déductions d'impôts. C'est-à-dire que même sur des dons de produits, il y a des déductions d'impôts sur la valeur du produit. Alors après c'est par rapport au montant du chiffre d'affaires réalisé, etc. Et donc tout le monde peut y trouver son compte. Ça limite les coûts parce qu'il y a une déduction fiscale d'un côté, il y a quand même une visibilité de l'autre aussi pour les entreprises. Et pour nous, c'est un gain pur parce que ça nous fait des économies. Bon du coup, message aux fournisseurs de la région havraise, si vous souhaitez aider le Normandie, n'hésitez pas. Ceux qui veulent aider, ils sont les bienvenus. Est-ce que tu penses à l'après Normandie ou pas du tout? Non, enfin. Ouais, je me dis qu'on va bien rigoler. Est-ce que du coup, c'est. Parce qu'une fois que les travaux sont terminés, est-ce que vous allez vous occuper de la gestion? Est-ce que du coup, ça sera totalement délégué et puis tu reprendras à temps plein
ton boulot d'entrepreneur dans le bâtiment sur d'autres chantiers comment Bon, tu la, vois les la- choses? la- la gestion de la salle, il faudra un professionnel de toute façon, parce que bon, ça, on peut pas s'improviser Mhm. directeur artistique ou je sais pas quoi. Donc ça, j'ai des gens autour de moi déjà ici qui m'aident, qui me conseillent et tout. Donc, je pense que c'est eux. Je vais essayer de garder des gens du coin pour tout, même pour les travaux, pour tout. C'est un bâtiment qui est vraiment à vrai. L'idée sera vraiment que ça reste, enfin, de refaire les Noëls des entreprises qui sont légendaires en Normandie. Tout le monde parle que de ça, c'est marrant. Mm. Avec tous les artistes qui sont passés, ce qui a marqué le plus toutes les générations de gens qui sont venus ici, c'est les Noëls. Mm. Et On m'en a parlé. Mon père m'en a c'est parlé. marrant, Il ouais, ouais. faisait les Mais ça a Noëls marqué tout le monde, hein. avec l'entreprise de mon grand-père. Ouais. Il m'en a parlé de ça. Bah, tu vois, je veux refaire les Noëls et je voudrais faire absolument pousser tous les artistes locaux parce qu'il y a une grosse scène culturelle au Havre. Mhm. Et bon, après, quand on peut ramener des pointures et tout, c'est sympa aussi. Mm. Mais ouais, non, l'idée, je pense qu'il y a plein de gens qui sont compétents ici. Donc du coup, tu te détacheras un peu de. Ah ouais, T'auras toujours ton fauteuil. Ouais, T'auras peut-être ton fauteuil. moi, je viendrai voir les spectacles et bouffer des pop-corn. Ouais, tu viendras profiter du lieu quand tu seras dans le coin. Ah ouais, non, je suis là la moitié du temps maintenant. Je commence à travailler au Havre aussi. Donc, D'accord. Ah oui, donc tu vas ouais, continuer à rester. C'est une belle ville. Ah, moi j'adore. Bon, avant, j'étais en fleur tout le temps. Ouais, donc t'étais pas J'ai loin. vécu un an, oui, justement, entre, Ouais. entre la campagne pure et la grande ville insupportable. Du coup, Jessie, j'aurais une dernière question à te poser. Pour toi, qu'est-ce que la réussite? Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir repris ce projet de rénovation qui prend réellement forme est pour toi une réussite? C'est un challenge pour l'instant. Ouais, une réussite, ouais, peut-être que une fois que ce sera fini, ouais, c'est certainement que j'en serais super heureux. Après, réussite, ça sera aux gens de juger. Et est-ce que tu as d'autres réussites dans ta vie pour toi? Par rapport à ta vision de la réussite? Ouais, oui, réussite, c'est tous les jours. C'est vraiment. Tous les jours, j'essaye d'être un peu moins con que la veille, d'apprendre quelque chose, d'apprendre de tout le monde, d'écouter, d'observer. Chaque jour, j'essaie de me coucher un peu moins bête que j'étais la veille. J'essaie d'avancer chaque jour. Alors après, c'est à plein de niveaux. C'est avec les enfants, c'est dans la vie, c'est en couple, non, c'est très très large, hein, la réussite. C'est- comment... C'est dur à définir. C'est dur, c'est très dur hein, comme question. Non, Ça moi, paraît écoute, simple comme ça, mais. je veux dire, la satisfaction, ouais. Donc toi, ta réussite, c'est tous les jours en fait. Dès Ouais, que tu arrives ouais, à apprendre quelque chose. ouais, moi, écoute, du moment que je suis content quand j'apprends, je suis content quand je rencontre, je suis content quand tous les petits trucs, faut se satisfaire, je crois, de toutes les petites choses. Ouais, c'est Et en même important à temps, dire faut ça. rêver très grand aussi. Mm. Ma femme elle me hurle dessus parce qu'elle dit toujours que je suis fou. Mais qu'est-ce que tu vas me sortir encore après? Parce que toujours, bon, bah, au début, tu te dis, ouais, bah tiens, je pourrais peut-être faire ça. Et après, on a tendance à s'enflammer. Mais je pense qu'il faut rêver grand parce que même si tu n'arrives pas au bout, tu arriveras toujours plus loin que ce que tu avais envisagé au début. Donc je pense qu'il faut toujours viser très haut. Mon père, il y a des choses qui te marquent en fait. Je me rappelle, mon père, quand j'étais jeune, il regardait beaucoup les championnats d'athlétisme, notamment les Jeux Olympiques et tout, et il devenait fou sur les compétitions de sprint, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, où vous voyez souvent le gars qui est devant ralentir un peu avant la ligne d'arrivée et s'élever les bras avant la ligne d'arrivée. Il me dit, mais putain, il a perdu quelques dixièmes de seconde. Au début, je comprenais pas. Je dis, mais il a gagné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, voilà, il faut aller plus loin. Il me dit, tu dois ralentir après la ligne d'arrivée, pas avant. C'est aller jusqu'au bout. Et voilà, il faut des choses. pousser. Et en fait, mon père, il avait cette mentalité de toujours pousser, pousser, pousser. Et toujours continuer de pousser. Et je dis vraiment, marche avant et il faut y aller. Et c'est vrai qu'après, en fait, bah, quand tu vois ça toute ta vie, bah, après, au début, en fait, c'est un truc qui s'apprend. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les gens ils imprègnent. C'est que on s'en fout, en fait, du talent, du machin, ça aide. Hein. Mm. Mais ce qu'il faut, c'est de la volonté, c'est du travail. C'est-à-dire que il faut pousser, et quand c'est dur, il faut pousser encore plus. Est-ce que justement on n'apprécie pas encore plus quand c'est dur? Bah, je crois que justement, si ce que je disais, je parlais souvent avec ma femme, si on n'avait pas d'épreuves, si on n'avait pas de mauvaises journées, si on n'avait pas d'échecs, on n'apprécierait pas. Mm. Quand on réussit, c'est justement,
c'est un peu, j'aime dire, enfin, en tout cas, moi, c'est tous mes échecs, c'est tous les trucs que j'ai ratés, les matchs de foot que j'ai perdus, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est tout ça qui fait que tu savoures encore plus quand tu réussis quelque chose. C'est-à-dire que si tu gagnes tout le temps, si on te donne tout, quelle saveur, comment dire, quelle satisfaction on peut en tirer, alors que quand c'est dur, quand tu sais que tu peux échouer, quand tu sais que tu peux rater, c'est là que c'est bon. Et c'est là qu'il faut continuer de pousser. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les gens ils comprennent, c'est que c'est jamais facile de toute façon. Si c'était facile, ce serait à la portée de tout le monde. Mais bon, et il n'y aurait pas de saveur. Hein. C'est que justement, il faut y aller, il faut que ce soit dur, il faut persévérer, il faut insister, et que c'est du travail. Hein. C'est pas... oui, lui, il a eu de la chance, lui, machin, lui, il est talentueux. Non, on s'en fout. Il faut se battre. C'est le travail, la persévérance. Voilà. Et je conseille le sport aussi aux gens. Le sport, c'est un bon moyen aussi d'apprendre, parce que c'est... à l'inverse, j'ai envie de dire, du talent, la persévérance, le travail, c'est des choses qui se cultivent. C'est quelque chose, c'est juste une question de volonté. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être enfin, n'importe quoi. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai même pas le bac. Mais peu importe. Si tu veux apprendre, t'apprends. Si tu veux pousser, tu pousses. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut... Qui vont inculquer comme valeur aux gens. Voilà, je pense qu'il faut de se dire, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu peux pas le faire. Il n'y a pas de limite, c'est nous qui fixons les limites. Et c'est pour ça le parallèle avec le sport. J'ai commencé à courir il y a quelques années, parce que j'adore bouffer en fait. Alors, j'ai oublié de courir au début pour maigrir un peu. Et je pouvais plus m'inscrire au foot et tout, parce que les horaires de travail ne permettent pas. Et l'avantage de courir, c'est que tu peux courir à n'importe quelle heure, il te faut juste une paire de baskets, quoi. Et n'importe où. Et du coup, quand je cours, au début, on me dirait, t'as pas le physique d'un coureur, t'as pas machin. Ouais, alors. Et du coup, je cours à 10 km. Après, je me dis, c'est marrant, tiens, je vais courir un semi-marathon. Je cours 21 km. Ah tiens, c'est marrant. Et je vais courir un marathon. Alors, oh putain, t'es un fou. Du coup, un an après avoir commencé à courir, je cours un marathon. Je faisais 108 kilos, je crois déjà. À l'époque, on me dit, un marathon, tu peux pas. Et finalement, je suis en plus un temps pas dégueu. Je crois que cette année, j'en ai couru 3. Ah oui. Et j'ai même pas le temps de m'entraîner. Je vais être à 6 ou 7 marathons. Là. D'accord. C'est devenu un peu une drogue? Non, même pas. C'est des défis. C'est des défis que tu te mets. Voilà, des fois, tu m'emmerdes un peu. Non, c'est des petits défis, tu vois. J'ai fait des Spartan Race aussi, ce que je conseille à tout le monde, parce que c'est hyper ludique, c'est vraiment super sympa. Les courses d'obstacles. C'est vrai, courses d'obstacles, un peu style parcours du combattant, donc j'en fais avec mes mômes, donc j'ai mis tous mes mômes aussi à ça. D'accord. Et j'ai vu sur mes enfants, surtout sur ma petite fille, tu vois, parce que mes fils, ils avaient fait déjà pas mal de sport en compétition. J'ai des fils qui ont bientôt 22 et 17 ans, et ma fille, elle vient d'avoir 9 ans. Et une fille, c'est plus sensible, ça c'est plus impressionnable, et en fait, j'ai inscrite à une Spartan Race la première fois. Elle avait peur, elle avait machin. Au moment de partir, elle revient vers moi, elle sort du sas de départ, elle revient. Et du coup, je lui dis 2-3 mots pour la motiver, et du coup, elle part comme une balle. Et elle commence à dépasser quelques mots et tout. Et en fait, elle a ressorti, mais elle était gonflée à bloc, et elle avait confiance en elle. Après, je t'ai inscrit justement avant un marathon de Paris, j'ai inscrit au marathon. Il y a la petite édition en fait, du marathon de Paris pour les mômes, c'est je crois 1,2 km, un truc pour sa tranche d'âge, c'était ça. Mais en fait, la pauvre elle part, mais en fait elle est loin de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact visuel et tout, donc elle court, elle voit plein d'autres mômes, ça se bouscule, ça machin, et je la vois un peu, la pauvre elle tombe, et machin, non même pas elle tombe pas, tu vois, elle se tient, elle pleure un peu, elle a un point de côté, elle me cherche du regard, et là je la vois, et je l'encourage. Elle me voit, j'ai la vidéo, tu meurs, elle se regonfle, et elle accélère plein de temps. T'as réussi à lui retransmettre de la force mais juste en me voyant, et tu vois, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, comme quoi, c'est-à-dire que la petite, elle était au bout de sa vie, elle pleurait, elle avait le point de côté, elle avait tout, et le fait de me voir l'encourager, elle repart. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les limites, on les fixe vraiment nous-mêmes. Bon, bien sûr, il y a des limites physiques après. Oui, qu'on peut pas. Il y a une grosse partie qui joue aussi dans la tête. Le mental, c'est énorme. Le mental, c'est énorme. Et la force morale, ça se travaille tous les jours. Et je pense que le sport, ça peut être un bon moyen justement de prendre confiance en soi et de donner confiance aux enfants notamment. C'est hyper sain. C'est clair. Super. On arrive à la fin de cet épisode. Jessie, je te remercie pour avoir échangé sur ton parcours, sur le Normandie, et puis d'avoir encore accepté l'invitation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté ? Non, merci beaucoup. C'est un peu... C'est pas évident, c'est comme exercice.
J'avais peur que ça fasse un peu prétentieux, mais Non, c'est marrant, j'espère pas que du tout. que si ça peut aider certains. J'en suis sûr. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre l'avancée des travaux sur la page Instagram du Théâtre Le Normandie. Il y a aussi la cagnotte Ulule qui est toujours ouverte si vous souhaitez contribuer à ce super projet. Je vous mettrai toutes les informations en description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. N'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.